engage aussi ses enfants. Hein, ces enfants sont liés par le contrat que leurs parents ont signé. C'est quand même, à mon avis, sur le plan juridique, je trouve que c'est une énormité. Je ne sais pas si quelque chose comme ça pourrait passer en droit français. Je voudrais terminer simplement pour vous faire sentir l'imposture dans laquelle nous sommes avec tous ces gens-là, ces gens de Biovision en particulier, hein, parce qu'on n'a pas parlé de la pharmacie ici, mais on pourrait en dire un mot. Mais vous savez sans doute que en 1845, les fabricants de chandelles, bougies, lampes, chandeliers, réverbères, mouchettes, éteignoirs et les producteurs de suif, huile, résine, alcool et généralement de tout ce qui concerne l'éclairage avaient adressé une pétition à la Chambre des députés. Donc ça se passait en 1845. Et voici ce que ces producteurs disaient. « Messieurs, nous subissons l'intolérable concurrence d'un rival étranger placé, à ce qu'il paraît, dans des conditions tellement supérieures aux nôtres pour la production de la lumière qu'il en inonde notre marché national à un prix fabuleusement réduit. Car aussitôt qu'il se montre, notre vente cesse, tous les consommateurs s'adressent à lui, et une branche d'industrie française dont les ramifications sont innombrables est tout à coup frappée de la stagnation la plus complète. Ce rival n'est autre que le soleil, et il nous fait une guerre acharnée. Nous demandons qu'il vous plaise de faire une loi qui ordonne la fermeture de toute fenêtre, lucarne, abat-jour, contrevent, volet, rideau, vasistas, œil de bœuf, store, en un mot de toutes les ouvertures, trous, fentes et fissures par lesquelles la lumière du soleil a coutume de pénétrer dans les maisons au préjudice des belles industries dont nous nous flattons d'avoir doté le pays. Et d'abord, si vous fermez autant que possible tout accès à la lumière naturelle, si vous créez ainsi le besoin de lumière artificielle, quelle est en France l'industrie qui, de proche en proche, ne sera pas encouragée? Voyez-vous, Frédéric Bastiat, c'était un journaliste et un économiste libéral. Et il bataillait en 1845 contre le protectionnisme. Mais vous voyez que 150 ans plus tard, les imposteurs néolibéraux du complexe génético-industriel dénoncent le privilège inexistant de l'agriculteur qui est semé le grain récolté pour se faire conférer au nom de leur philanthropie verte un privilège bien réel sur la faculté des êtres vivants de se reproduire et de se multiplier. Voilà où nous en sommes. À toi. Ouais. Vous voyez que je n'ai pas du tout parlé ni de la technique, ni des risques risques éventuels ou bénéfices éventuels de ces techniques, pour une raison très simple, c'est que personne n'en sait rien. Et que par conséquent, je vois pourquoi je m'engagerai aussi bien. Je suis persuadé que ces techniques sont catastrophiques, parce qu'elles font poursuivre le système pesticide. Je suis persuadé que sur le plan scientifique, elles posent des problèmes absolument énormes, et on pourra en parler après, je vous donnerai la parole. Pardon? Ah oui, excusez-moi. Bon. Ah oui, c'est vrai. Je m'en aperçois un peu tard. Il fallait me le dire avant. Vous avez compris quelque chose que j'ai dit? Non, ça ne marche pas de toute façon. Oui, ça y est, il marche. Ça marche là? Bon, excusez-moi, mais vous auriez dû me faire signe avant. Je suis désolé. Oui, je voulais vous dire, si vous voulez, sur la question des risques et bénéfices, c'est une question qui est constamment posée, qui fait partie de l'imaginaire et des questions que vous aurez tendance à vouloir me poser. Vous voyez bien que je ne suis pas du tout rentré dans ce débat parce que je pense que c'est un faux débat. Je pense que c'est un faux débat dans la mesure où personne n'en sait rien. Comme j'ai l'habitude de le dire, si les scientifiques sont dans le laboratoire, ce n'est pas parce qu'ils savent, c'est parce qu'ils ne savent pas. Et on est face à des techniques qui sont en effet tout à fait révolutionnaires. Des techniques, peut-être c'est le dernier point que je voudrais développer sur le plan scientifique, sur le plan de la question plus large, si vous voulez, philosophie ou philosophie des sciences, simplement en vous disant ceci, c'est que tout ceci est fondé sur des idées qui sont complètement dépassées. Ces idées ont été formulées pour la première fois par Francis Crick en 1957-58. 1953, Crick et Watson mettent en évidence la structure de la double hélice. À ce moment-là, tout le monde sait qu'il y a caché dans la succession des 4 lettres de l'alphabet génétique qu'il y a un langage qu'il va falloir, disons, décoder. Comment décoder ce code génétique, c'est-à-dire savoir sa syntaxe, sa ponctuation, le sens des mots, etc., etc.
Et tout le monde se met au travail parce que tout le monde sait que c'est la nouvelle frontière scientifique qui est à conquérir, y compris d'ailleurs les spécialistes de cryptographie du Pentagone. Hein, c'est pour vous dire, si vous voulez, l'effort scientifique absolument énorme qui est lancé à ce moment-là. Et il ne se passe rien de 53 à 57-58. Et Crick va formuler à ce moment-là deux hypothèses qui vont simplifier énormément le problème. Il va dire, je vais très vite, un gène, une protéine, c'est-à-dire qu'il y a une relation directe entre les gènes et les protéines étant les constituants des mondes vivants. Alors, peut-être précision, les protéines sont faites avec des acides aminés, et l'idée qui est derrière l'idée de code génétique, c'est que la succession des lettres de l'alphabet génétique ATGC va déterminer la succession des acides aminés qui constituent les protéines. C'est dans ce sens-là qu'on peut parler d'information génétique, si vous voulez, d'information qui donne la forme. Donc l'information génétique va former en quelque sorte les protéines. Donc l'idée c'est un gène, une protéine. On va simplifier énormément les choses. Et deuxièmement, deuxième simplification, c'est une fois que l'information est sortie de l'ADN, eh bien cette information ne peut pas, qu'elle est passée dans les protéines, cette information ne peut pas revenir des protéines vers l'ADN. Vous voyez bien qu'à partir de ce moment-là, la question de la signification du code génétique est très simplifiée. Et de fait, les choses vont aller très vite. À partir de 58-59, les progrès vont être très rapides, ce qui fait que pratiquement en 66-67, le code génétique est décrypté. C'est un triomphe, un véritable triomphe, je dois le dire, sur le plan scientifique. Mais, comme d'habitude, dans le domaine des sciences, si vous voulez, ou peut-être dans le domaine même plus général de la vie tout court, ce qui est un triomphe va très vite s'avérer avoir des effets pervers. Premier effet pervers, c'est bien entendu l'idée que c'est le fait que les hypothèses de Crick font de l'ADN, et le succès, première conséquence perverse, c'est qu'en réalité, puisque ça marche, puisque les hypothèses de Crick, ont ouvert la voie au décodage du code génétique, eh bien, c'est que les hypothèses de Crick sont vraies. Ce qui fait que la deuxième conséquence perverse, c'est que vous faites de l'ADN la molécule de la vie, la molécule dont tout procède. C'est-à-dire que le vivant procède de l'ADN exactement comme la création procède du créateur. C'est quand même intéressant. Et ceci avait été critiqué dès le départ par des gens comme Max Delbrück ou des scientifiques, si vous voulez, qui réfléchissaient au-delà de l'aspect purement, je dirais, objectif, d'efficience, l'exigence d'efficience de la science, qui s'était bien rendu compte que là, il y avait quelque chose, il y avait un véritable problème à faire de l'ADN la molécule de la vie. C'est la molécule Dieu, en quelque sorte. Le troisième point, c'est que on va orienter, la biologie va s'orienter vers quoi? Très naturellement, savoir ce que c'est qu'il y a dans l'ADN, c'est-à-dire ce qu'on appelait la génomique, c'est-à-dire le séquençage. Le séquençage systématique, ça veut dire quoi? Ça veut dire une industrialisation de la biologie. Pourquoi? Parce que le séquençage, ça coûte très très cher. Les machines sont très coûteuses, il faut du personnel technique formé, il faut des logiciels extrêmement puissants, des ordinateurs extrêmement puissants. C'est une véritable industrie. Sachez que Craig Venter, c'est pour le projet Génome Humain et d'autres projets de décodage, a pu, dans son entreprise, qui s'appelle Celera, un joli nom, eh bien, avec Celera, a pu commander à un moment donné 300 machines à décoder, 300 machines à séquencer, à chacune, disons, $1 million pièce. C'est vous dire, si vous voulez, le fait que c'est une véritable industrialisation de la biologie. Conséquence de ceci, c'est que, bien sûr, c'est que la biologie s'arrête de réfléchir, puisque tout est résolu. Maintenant, le problème est un problème technique, c'est comment décoder aussi vite que possible, séquencer aussi vite que possible un nombre aussi grand que possible d'organismes vivants, puisque tout est là. Donc vous voyez bien la logique qui a conduit à la génomique. Et le point suivant, bien entendu, c'est les biotechnologies. Puisque un gène correspond à une fonction, une protéine, eh bien, si je peux transférer les gènes d'un endroit à l'autre, j'aurai la protéine correspondante. Il n'y a pas d'effet pervers ni d'effets collatéraux dans cette opération. Donc c'est en effet les biotechnologies, et ce n'est pas par hasard qu'en 1973, la première manipulation génétique est faite. Et le dernier point, bien entendu, c'est puisqu'on sait que ce qu'un gène est, on connaît la séquence des bases, des ATGC, puisqu'on sait ce qu'il fait, on peut le breveter.